Donc, merci de vous joindre à nous pour notre webinaire Microage parle technologie. Mon nom est Maria Fiori, je suis directeur des opérations chez Microage. Je suis accompagnée par Sergio Lima, directeur succès à la clientèle. Bienvenue Sergio, heureuse de Bonjour. te retrouver. Oui, bonjour Maria, bonjour à tout le monde. Donc, dans un monde de plus en plus hyper connecté et de plus en plus marqué par l'intelligence artificielle, il est essentiel de disposer des bonnes mesures de cybersécurité pour identifier, protéger et détecter les cyberincidents avant que ceux-ci deviennent un problème. La présentation d'aujourd'hui se porte sur ces mesures, justement. Avant de débuter, quelques petites notes. Tous les participants sont en mode silence pour réduire le bruit de fond, comme je suis pas mal sûre que vous l'avez déjà constaté. Nous vous encourageons à poser vos questions tout au long de la présentation en utilisant l'onglet Questions de l'outil webinaire. Le webinaire est enregistré et un lien vers l'enregistrement vous sera envoyé un peu plus tard dans la journée. Dans le même courriel, vous recevrez également un lien pour télécharger le livre électronique que nous mettons à votre disposition. Fait que nous vous encourageons à profiter de ces ressources et de partager les liens avec des collègues qui pourraient en bénéficier des informations qu'on présente aujourd'hui. Dernièrement, à la fin du webinaire, vous recevrez un court sondage de 3 questions pour recueillir vos commentaires. Veuillez, s'il vous plaît, prendre un moment pour partager vos impressions avec nous afin que nous puissions améliorer des futurs webinaires. Donc, avant de passer la parole à Sergio, je prends un instant pour vous donner un aperçu de Microage pour ceux qui nous ne connaissent pas. Microage est un fournisseur de services technologiques avec 40 succursales à travers le pays. Nous fournissons des services et des solutions informatiques à nos clients depuis presque 45 ans. Nous croyons qu'il est important d'être un partenaire pour nos clients et pour être votre partenaire, notre approche consiste à comprendre votre organisation. Ceci inclut comprendre vos opérations, vos clients, votre personnel, vos objectifs, vos défis, vos opportunités, bref, vos enjeux. Et ceci nous permet de recommander et de fournir les services et les solutions informatiques qui vous conviennent. Voilà en quelques mots qui nous sommes et la manière dont nous travaillons avec nos clients. Avec ça, Sergio, je te passe la parole. Merci Maria, merci à tout le monde d'être venu. Aujourd'hui, c'est un petit sujet. Je ne sais pas si vous en connaissez les termes left of boom et right of boom. C'est plus un terme au niveau militaire qui s'est adopté au niveau de la cybersécurité. En fait, tout ce qui est à gauche d'un boom, le boom, on va le définir comme un incident de cybersécurité, quelque chose qui risque d'être problématique dans votre environnement. Et celui qui est à droite de l'incident devient les mesures ou les actions qu'on fait pour essayer de mitiger, régler, corriger, rémédiation et tout. Donc, ça, c'est deux webinaires qu'on fait. Pour celui-là, ben, on va vraiment parler sur tout ce qui est à gauche, tout ce qu'on peut faire d'une façon proactive, de mettre en place pour essayer d'éviter d'être l'autre côté de l'incident puis d'être obligé de faire toutes ces actions-là. Donc, on va passer à travers au niveau les options qu'on voit, là, les données, le personnel, le périmètre, le réseau, puis les points de terminaison, les ordinateurs qu'on appelle. Et aussi, on va regarder au niveau des stratégies qu'on va mettre en place. Mais le plus important dans tout ça, surtout quand ça implique au niveau intelligence artificielle, c'est vraiment celui qu'on voit au centre. C'est votre organisation, mais c'est la gouvernance et la conformité. Pourquoi? Parce que quand on met quelque chose en place, on ne peut pas juste le mettre sans avoir une vision, un objectif, un but de vraiment le but, c'est de s'assurer que vous êtes protégé, mais en même temps d'être capable de revenir sur vos pas puis d'avoir un genre de structure, stratégie pour être prête pour tout ça. Donc, la gouvernance et la conformité, c'est plus le core de tout ça. Et ça donne au niveau les réglementations au niveau de votre industrie, peut-être. Vous avez des règlements au niveau qu'est-ce qu'il faut adhérer en termes de stockage de données, qu'est-ce que vous devriez faire au niveau de la cyberassurance, qu'est-ce que vous avez en termes de solutions de sécurité et documenter, ça c'est plus l'importance.
qu'est-ce que vous avez documenté en place et mis en place au niveau de la sécurité, cybersécurité, dans le but de vraiment vous protéger quand on met ces outils-là. Puis je vous donne un exemple, mettons, non relié au niveau la gauche de l'incident, mais plus par rapport à l'intelligence artificielle. Si vous pensez de mettre une espèce de solution de AI en place, exemple Copilot ou peu importe, il faut juste prendre soin de comment c'est installé, puis prendre en considération les données qui vont être collectées par le système, parce que ce qu'il va faire, c'est que quand on pose la question, on lui demande de faire quelque chose pour nous, c'est évident qu'il va faire une collecte des informations à travers votre réseau, puis ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on voudrait si on veut un employé qui veut améliorer une présentation pour un client, mais il se retrouve avec le fichier de tous les salaires de tous les employés. Ça, c'est un exemple de la gouvernance conformité, quelque chose qu'il faut mettre en place en arrière-plan pour s'assurer qu'on, évidemment, ce qui arrive avec ça, c'est que cette information-là risque de sortir de votre environnement. Et voilà pourquoi on dit que c'est toujours un core dans votre entreprise. Mais dans le fond, la gouvernance, c'est les politiques que vous mettez en place pour C'est ça, justement c'est ça. protéger les données, protéger votre information et être sûr que si les personnes qui ont besoin d'avoir cette information-là les voient, les personnes qui n'en ont pas besoin, ils n'en ont pas. Que c'est aussi euh, entouré. Si jamais il y a quelqu'un de l'extérieur qui vient, ben, on sait qui a accès à quoi. Exact. J'ai parlé trop vite. Je sais qu'il y avait 2 pages là-dessus, mais c'est un Ouais. peu ça que je viens tout juste de dire. C'est vraiment l'élément central au niveau des stratégies cyber. C'est de s'assurer que quand on met une solution, peu importe la solution, en passant, si vous décidez de mettre une solution CRM, mettons, ben, il faut appliquer les mêmes règles. En fait, là, il faut juste s'assurer que les informations ne sont pas partagées incorrectement, ils ne sont pas sortis à l'extérieur de votre environnement, si vous ne voulez pas. Il faut s'assurer que chaque département ou utilisateur n'a pas plus de droits ou chaque solution n'a pas plus de droits de faire plus de dommages que d'autres choses. Fait que c'est ça. Puis, très important, il faut le documenter. Pourquoi? Parce que, ben nous, on a des clients qui exigent ça de nous, mais vous, de votre côté, vous avez sûrement des clients et des partenaires qui vont commencer, ou ils ont sûrement commencé à exiger cette plateforme, cette processus pour être capable d'être documenté parce qu'ils ne veulent plus prendre de risques de leur côté. Si vous n'avez pas tout ça en place, bien, ça devient un risque pour eux. Donc, il faut vraiment penser à ça. C'est de plus en plus exigé de ce qu'on voit, là. C'est ça. On en voit de plus en plus ces exigences-là de démontrer c'est quoi votre gouvernance par rapport à les données, les accès et tout ça. Exact. Exemple, nous, notre succursale, on exige de nos clients qui mettent certaines choses en place en partant quand on prend la gestion de leur environnement. Pourquoi? Parce que s'ils sont ouverts, si eux autres sont à risque et moi j'ai mes outils et je me connecte, mais je risque d'avoir le même risque de mon côté. Et nous, comme entreprise, on ne le veut pas comme risque. Fait que on travaille avec nos clients pour être capable de les mettre à un bon niveau de sécurité, gouvernance, conformité. Je pense que c'est aussi important de mentionner la gouvernance pour les données, spécifiquement, a toujours été important, les accès, tout ça, ça a toujours été important, mais ça devient de plus en plus, on va utiliser le mot important encore, avec justement Oui, l'intelligence artificielle. C'est un outil et c'est un oui, outil qui est très efficace. Donc, tu sais, ça va trouver l'information que vous demandez. Fait que c'est peu ça. importe si c'est confidentiel, c'est des choses privées, ça va le trouver. Fait que, Oui, c'était toujours là, jamais en priorité. Ça, c'est clair. Un peu comme la documentation du réseau. Ça, mm. c'est pas un cheap shot aux techniciens, là, parce que tout le monde a fait ça la même chose. C'est pas une priorité de documenter, d'avoir une structure. Mais maintenant, plus que jamais, faut vraiment avoir une structure en place et tout faut que ça soit documenté. Donc, on commence au niveau la gestion des données ou l'hygiène de vos données, comment les protéger. Il faut analyser au niveau les types de données qui sont stockées par solution pour s'assurer que ça ne sort pas. Il faut analyser qui a accès à quoi.
le stockage, l'accès, le partage, la suppression, incluant la suppression en passant quand on a des employés qui quittent, évidemment, qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là? Est-ce qu'on les met ailleurs? Est-ce que tout le monde a accès? Il faut le faire d'une façon sécuritaire. Au niveau de la gestion d'accès ou d'identité et d'accès, ben je parle justement de ça, vraiment de s'assurer que certaines personnes n'ont pas le droit de faire certaines choses dans votre environnement. Souvent, ce qu'on voit, c'est que c'est plus un réseau qui est ouvert à tout le monde, plus ou moins. Mais il faut vraiment comprendre au niveau, nous, comme utilisateurs, si on n'est pas capable, si j'utilise un exemple, j'ai le droit de voir mes données dans mon répertoire à mon nom, mais je n'ai pas le droit de voir les données de Maria. OK, mais un cybercriminel a les outils pour passer à travers tout ça. Fait qu'il n'y a pas besoin d'être logué à mon nom. Il est capable de se loguer à mon nom, de passer à travers, de faire une élévation de son accès admin si ça le permet. Puis ensuite, ben, il peut avoir accès à toutes les données. Donc, on ne parle pas vraiment juste d'empêcher certaines personnes de voir les autres données, mais on le fait d'une façon sécuritaire pour empêcher les criminels de rentrer. Mais c'est justement, tu sais, c'est pas juste à l'interne. On parle, tu sais, on travaille comme organisation, Oui, des fois, avec des tierces parties, des contracteurs, c'est ça. du Oui, monde comme ça, là. Fait qu'il faut avoir, tu sais, faut être sûr que tout ça est en place, là, pour que ça minimise euh, la possibilité d'un problème. c'est ça. Exact. Donc, comment qu'on peut faire? Ben, premièrement, ce que je vois souvent, c'est les criminels vont rentrer et ils vont se cacher ou ils vont rester dans votre environnement pour une longue période de temps. Puis quand je dis longue, c'est en moyenne, je pense que le temps s'est rendu à 180 jours, 120, 180 jours. C'est long, ça. Puis Mm. ça donne amplement de temps de faire, de visualiser, de voir qu'est-ce qui se passe, de loguer dans votre système de solution, de désactiver des sauvegardes, d'effacer certains sauvegardes. En fait, c'est une préparation pour l'attaque. Fait qu'eux autres aussi, ils font un left-off boom, là, mais eux autres, c'est pour être malicieux, c'est pour faire des dommages. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils vont passer à travers tout ça, surtout au niveau de votre solution de sauvegarde, parce que quand le moment arrive pour mettre en place quelque chose de leur côté et pour vous aviser que tout est encrypté, mais c'est déjà trop tard parce que il y a une possibilité qu'ils ont vraiment désactivé toutes les sauvegardes puis toutes les données sont perdues en partant. Donc, voilà l'importance au niveau de la segmentation des sauvegardes. Le système de sauvegarde qui est en place, bien, il faut vraiment l'isoler, de segmenter, d'avoir un multifacteur d'authentification, de ne pas donner ça à trop de personnes, un peu l'hygiène au niveau de la sécurité pour protéger le système de sauvegarde, la solution de sauvegarde que vous avez en place. Euh, Évidemment, s'il n'y a personne qui regarde les sauvegardes, ça va mal. Voilà le besoin pour la gestion des sauvegardes. Donc, assurez-vous d'avoir une solution qui est capable de faire des alertes, des logs, quelqu'un qui regarde ça régulièrement pour s'assurer que toutes les sessions ont bien été, ça a été complété comme il faut, il n'y a pas d'échec au niveau des sauvegardes. Les politiques, assurer si vous rajoutez des données ou des serveurs, mettons, ou des solutions dans votre environnement, mais il faut juste s'assurer qu'ils sont pris en charge au niveau du sauvegarde aussi. Faire des tests réguliers au niveau de, évidemment, la surveillance alerte, mais faire des tests de restauration de fichiers et dossiers de temps en temps pour s'assurer que la validité des données, pour s'assurer que tout va bien, on est capable de restaurer certains fichiers ou répertoires. C'est sûr que ça permet de faire une restauration rapide quand le moment arrive. Et je dis quand le moment arrive et pas si le moment arrive. Et ensuite, ben, c'est clair que de temps en temps, nous, on suggère une fois par année de faire une simulation de recouvrement, une simulation de désastre. Essayez de voir si vous êtes capable de vous revenir sur vos pas si jamais tout tombe non fonctionnel, vos systèmes au complet. Avez-vous déjà fait un test pour voir combien de temps que ça prend pour revenir sur vos pas? Parce qu'on peut avoir X nombre de données qui sont
sauvegarder à l'extérieur de votre environnement infonuagique, mettons comme exemple. Mais si ça prend 3 jours pour restaurer tout ça, il faut peut-être analyser une autre façon de faire vos sauvegardes, puis peut-être rajouter une site de réplication ou une autre solution de sauvegarde qui vous permet de revenir sur vos pas assez rapidement. C'est peut-être acceptable pour votre business, mais moi, je connais certains clients que 1 heure, ce n'est pas acceptable. Fait que ça prend des solutions en place en conséquence de votre temps de revenir. Sergio, est-ce que tu Oui. dirais aussi que le genre de données a un impact sur l'urgence de remettre les choses en place? Moi, ce que j'ai vu, c'est les types de données, je ne veux pas utiliser le mot problématique, mais les types de données qui prennent plus de temps, ça, c'est les clients qui utilisent des fichiers CAD, Revit et tout. Là, ça, c'est des immenses comme fichiers. Et ça, souvent, ben, ça prend plus de temps pour recouvrir. Mais en termes de c'est un fichier, c'est juste combien de temps que ça peut prendre pour restaurer certaines choses. C'est là que j'ai vu un problématique, plus au niveau AutoCAD. OK. Là, Merci. si je continue sur le sujet au niveau de type, quel genre de solution de sauvegarde que vous devriez mettre en place, ça fait des années qu'on parle de ce concept-là. C'est une stratégie, là, en fait, de sauvegarde. Essayez toujours d'avoir 3 copies distinctes de vos données. Donc, une copie, ben, c'est votre copie primaire en production, les fichiers que vous utilisez en temps normal, mais plus 2 autres copies. Puis ces 2 autres copies-là, ça c'est le chiffre numéro 2, ça le prend sur 2 médias séparés, différents. Exemple, je pense qu'on voit des exemples, un disque externe, un cloud, réplication ailleurs, stockage de réseau. Fait qu'essayez de faire une 2e copie ou 2 autres copies de ça. Fait que donc, un qui reste dans votre réseau et un autre qui s'en va ailleurs. Le premier numéro 1 qu'on voit, c'est la copie qu'on va à l'extérieur de votre environnement. Je ne vais pas dire votre entreprise parce que souvent, on a des clients juste cloud, mais il faut vraiment s'assurer qu'il y a une copie ailleurs de juste votre environnement principal. Et pas juste ça, mais le deuxième numéro 1 qu'on voit, c'est une copie hors ligne, immuable, qui appelle. C'est vraiment de temps en temps de faire une sauvegarde de vos données d'une façon qu'on puisse déconnecter ou fermer ce système. Pourquoi? Parce que le 3-2-1, c'est bon, mais les criminels peuvent rentrer puis effacer le 3, 2 et 1 jusqu'à ce point-là. Fait que le deuxième numéro 1 devient la copie qui n'est pas connectée parce qu'on fait un sauvegarde, on débranche, on enlève ça, on le met de côté. Fait qu'en fait, on revient vers une solution de sauvegarde traditionnelle dans les années 80 ou 90 où on faisait des backups sur des tapes, puis là, on prenait des tapes et on amenait ça à la maison, mais ça restait toujours dans l'auto. C'est ça votre copie immuable, mais ne laissez pas cette copie-là dans votre auto, s'il vous plaît. Mais c'est ça, ça prend une copie immuable. Maintenant, on le fait infonuagique. C'est faisable facilement avec des solutions d'infonuagique, même avec des fournisseurs de solutions SaaS là, qui sont capables de faire une sauvegarde en arrière-plan de votre environnement. Eux autres, ils ont mis un mécanisme en place pour empêcher que les cybercriminels le touchent. Ça, c'est bon parce que ça vous évite d'investir de votre côté parce que ces frais-là sont comme typiquement inclus dans des frais mensuels d'une application SaaS. Et le 0 à la fin, ben, c'est vraiment au niveau, quand on fait des tests de restauration de fichiers, répertoire et tout, s'assurer d'avoir aucune erreur au niveau de la validité des données, s'assurer qu'il n'y a rien qui est corrompu, qu'on est capable d'ouvrir ces fichiers-là puis continuer de fonctionner. Bon, là, on va passer au niveau du personnel. Le maillon faible, comme qu'on dit, c'est toujours le maillon faible au niveau, on peut bien mettre toutes les solutions de sécurité en place dans votre environnement. Ça reste que ça prend juste un petit clic par un usager à un courriel qui a réussi à passer à travers votre système de anti-pourriel ou quoi que ce soit.
Ça prend juste ça pour donner la porte d'entrée aux cybercriminels pour commencer à faire les actions. Donc, c'est important que vos personnels, vos employés deviennent, qui font partie de votre solution, des solutions de sécurité que vous mettiez en place. Comment on fait ça? Ben, c'est sûr qu'on le fait avec la sensibilisation au niveau de la cybersécurité. En 2 phases, on fait des simulations de hameçonnage, fait qu'on envoie ou vous envoyer des courriels faux, en fait, vers vos utilisateurs. Puis le but, c'est de tester pour voir s'ils sont assez vigilants et connaissants d'identifier que ce courriel-là n'est pas quelque chose, de s'assurer que c'est valide et non un courriel qui va faire des dommages. Et la deuxième partie, c'est vraiment au niveau de la formation de vos utilisateurs. Fait qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y a des... Est-ce que je le parle dans le deuxième? Non, je le parle ici. La deuxième partie, c'est vraiment la formation en ligne. Donc, donner de la formation à vos employés. Pourquoi? Parce que c'est avec ça, avec la répétition de cette info, que les utilisateurs vont être beaucoup plus vigilants. Puis nous, on le voit avec nos clients. Le moment qu'on commence ce genre de programme ou campagne, on voit tout de suite que les employés commencent à être plus vigilants. Puis là, ils voient quelque chose. Là, ils posent des questions au personnel TI, ils posent des questions aux collègues. Est-ce que c'est bon? Moi, j'ai reçu ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça qu'on veut. On veut que le personnel parle au lieu de juste dire OK, je vais juste cliquer. Parce que c'est ça qui va arriver. On est tellement débordé avec fenêtres et écrans qu'on souvent on clique quelque chose qu'on n'est pas censé cliquer. Il n'y a personne qui est à l'abri, en fait. Au niveau des bonnes pratiques de mots de passe, puis j'ai des diapos là-dessus, fait que je vais faire ça en deuxième. Je vais parler au niveau de l'authentification multifactorielle en premier temps. J'espère que tout le monde est au courant qu'il faut mettre un AMF en place pour toutes vos applications. Nous, ce qu'on voit souvent, c'est qu'on a des clients qui mettent ça sur les utilisateurs qui se connectent en VPN, puis ça rajoute le AMF dessus, mais ils oublient toujours l'aspect Microsoft 365 et accès aux tenants locataires de Microsoft. Outlook, Word, Excel, toute votre plateforme, toute l'application complète, la suite de Microsoft ou Google. Pourquoi qu'il faut penser à ça? Ben, c'est parce que quand quelqu'un rentre, ben, ça se peut qu'il rentre dans votre locataire. Puis encore une fois, il va faire une élévation au niveau côté droit d'admin. Puis cette personne-là va causer des dommages partout dans votre locataire de Microsoft sans être obligé de loguer dans votre réseau local avec une connexion VPN. Il est capable de faire vraiment beaucoup de dommages. Donc, c'est pour ça qu'on dit à nos clients, on ne peut pas fermer 2 portes sur 5 dans votre maison, parce que c'est clair que la personne qui veut rentrer va essayer les 5 portes. Fait que ça, c'est le même concept. Quand on met un AMF sur un VPN, bien, il faut toujours penser à un AMF sur la suite de Microsoft. Vous avez une application CRM, bien, regardez votre application CRM, ça prend un AMF dessus. Peut-être une application ERP, mais ça prend, s'il y a du monde qui se connecte à distance, VPN AMF, parfait. Si c'est une application SaaS, ça prend un AMF appliqué là-dessus. Fait que toujours penser à ça. Là, on parle au niveau des mots de passe d'accès. Je sais que Microsoft continue de suggérer un 8 caractères minimum, mais on suggère fortement d'aller vers le 12. Pourquoi? Parce qu'il y a une évolution au niveau des cyberattaques. Il y a une évolution au niveau des solutions de sécurité qu'on essaie de mettre en place. Si on reste avec 8, bientôt, on va être obligé de le changer. Fait que si vous avez, mettons, un environnement avec des utilisateurs qui ont des 5, 6, 7 caractères comme mot de passe, ne changez pas à 8. Allez vers du 12. Puis je vais vous expliquer pourquoi, avec majuscules, minuscules, chiffres et symboles. Je vous montre un tableau de l'année passée le temps que ça prend pour un cybercriminel de rentrer dans votre environnement. Fait qu'on va assumer que vous avez mis une politique qui donne lettres majuscules, lettres minuscules, symboles et caractères, qui est le dernier.
le dernier, la colonne, la dernière colonne. Et si on va au nombre de caractères en 8, ça risque de prendre 7 ans pour un cybercriminel de rentrer. Ça, c'est un tableau et c'est des tableaux qui sortent régulièrement par Hive Systems, puis ils font des tests, en fait, pour essayer de loguer, pour voir combien de temps ça risque de prendre. Depuis des années, je vous dis, si je mettrais un tableau avec un genre de graphe, ce qui arrive avec ça, c'est que les 8 caractères vont diminuer. Fait que de 7 ans, on va peut-être aller à 5, à 3, à 1. Puis bientôt, ça va aller dans ce qu'on voit dans les 5, 6, 7 caractères, du 10 minutes, 12 heures, un mois. C'est pas long pour quelqu'un pour rentrer. Donc, voilà pourquoi on essaie de pousser le monde vers le 12 caractères, parce que ça nous donne beaucoup plus de temps pour rester avec ce concept-là. Et si je peux donner une comparaison pour 2025, dans les 12 caractères, je vais reculer. 8 caractères, ça prend 7 ans. 2025, 8 caractères, ça prend 164 ans. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Sergio, il a dit que ça va descendre, mais ça vient de monter. Mais là, il y a quelque chose qui a changé aussi en haut. Si vous regardez au niveau, ce qui est en jaune pour le 2024, le matériel qui a été utilisé par Hive Systems, puis je ne veux pas être trop technique, mais le genre de hash au niveau des mots de passe, ça a passé de MD5 à Bcrypt, fait que leur barre de test était ici. Puis là, les criminels avançaient au niveau des outils. Fait que maintenant, ce qui arrive, c'est que tous les manufacturiers, les solutions de sécurité, ils ont augmenté leurs produits, leur niveau de sécurité en faisant un changement de password hash. En passant, quand on met un password, ben, le hash, c'est l'outil ou le processus d'encrypter votre mot de passe. Ben, ils ont changé la façon d'aller vers de MD5 vers du Bcrypt, qui est beaucoup plus sécuritaire, pour ne pas être trop technique. Mais le niveau de test de Hive Systems était, le matériel, c'était du RTX 4090. Le Bcrypt niveau, c'était 5. Maintenant que toutes les solutions sont mises en place, ben là, ils ont élevé leur niveau de test, le Bcrypt à 10. Donc, ce que je peux dire, c'est finalement, les manufacturiers, les solutions de sécurité, ils ont augmenté leur niveau de sécurité parce que ça s'en allait vraiment bas. Puis c'est les criminels qui prenaient l'avance de tout ça. Fait qu'il fallait que tout le monde s'adapte au niveau comment encrypter et comment vous protéger. Fait que bonne nouvelle, ben, les solutions qu'on utilise en ce moment, il y a une solution de sécurité ou protection beaucoup plus élevée, mais ça ne veut pas dire que dans un an, ça va rester à 164 ans au niveau du 8 caractères. Ça risque de descendre jusqu'à 7 ans l'année prochaine. Encore une fois, c'est une bataille hein, avec les malfaiteurs. Fait que ça, on continue de publier cette grille-là à chaque fois qu'on fait ce webinaire, Maria. Parce qu'on parle de l'importance au niveau des mots de passe. Puis c'est clair que si quelqu'un a assisté à nos webinaires dans le passé, les plusieurs années, là, on voyait que ça se dégradait. Là, hop, ça monte. Fait que là, on est comme un petit curve qui a monté, mais éventuellement, ce qui va arriver, c'est que ça va descendre encore. Fait que Sergio, avant que tu passes au périmètre, il y a une question de Jeffrey qui demande: est-il vrai que le fichier à détonation, virus intégré dans un courriel, est moins fréquent qu'une redirection vers un phishing? Oui, j'ai vu plus de redirections vers un site web. Je vois pas souvent les fichiers qui sont attachés, que quelqu'un ouvre, qui fait quelque chose. Rare, très rare. En ce moment, c'est des scripts qui roulent, mais c'est des scripts qui roulent, mais il faut ouvrir la porte pour les criminels. Donc, ça, c'est à cause qu'on met en place des solutions de sécurité qui empêchent ces attachements et ces fichiers-là de fonctionner, les scripts de rouler. Et puis, vous allez voir, là, j'ai beaucoup de solutions ici qui empêchent ce genre de fichier de rentrer, qui roule un script. Mais ça reste que, je pense que le chiffre est 85% du phishing ou des attaques, des cyberattaques, proviennent d'un courriel qui a été envoyé avec un lien qui a été cliqué, qui a facilité l'entrée
aux criminels de rentrer dans votre environnement. Mini-script qui roule, sans téléchargement de fichiers, c'est ce que je voulais dire. J'espère que j'ai répondu à la question. Donc, au niveau du périmètre, première chose, je pense que ça fait 25 ans qu'on parle de mettre un pare-feu en place. Pas un routeur qui vient du fournisseur d'Internet, un vrai pare-feu, UTM, Unified Threat Management, quelque chose de réputé comme solution, qui est capable de faire du catégorisation, filtrage, anti-spam à un certain niveau, anti-virus dans un certain niveau, vraiment juste pour empêcher les plus faciles de rentrer. Ça c'est la première chose qu'il faut mettre. Ensuite, un filtre anti-spam parce qu'évidemment, on veut éviter d'avoir ce genre de courriel, les courriels qui rentrent. Ce n'est pas à 100%, c'est peut-être à 98%, c'est peut-être à 95%. Ça dépend de votre solution que vous mettiez en place. Ça dépend aussi de la configuration que vous mettez en place au niveau du whitelisting et tout. Si on met trop de config, c'est trop restreint, puis on risque de mais on risque de bloquer des courriels qui sont bons. Puis si on le laisse trop ouvert, ben c'est ça augmente vos risques de cliquer sur quelque chose. Mais c'est efficace jusqu'à un certain point, mais il ne faut pas oublier, nous, ça nous prend une protection à 100%. Le cybercriminel, ça y prend 0,1% ou 1% juste pour rentrer, et ensuite, il va faire les dommages. Ensuite, la surveillance dark web, ça, c'est aussi une autre façon que le monde, les criminels essaient de rentrer dans votre environnement. Comme exemple, vous avez peut-être un accès à votre compte Vidéotron pour les factures chez vous. Si jamais Vidéotron se fait hacker et la liste d'utilisateurs et mots de passe est exfiltrée et vendue sur le dark web, n'importe quel des cybercriminels peut acheter cette liste-là. Et typiquement, ce qu'on voit, c'est que un utilisateur va peut-être utiliser son adresse courriel du bureau pour créer un compte, mettons, chez Vidéotron, puis les mots de passe sont très similaires, peut-être souvent sont similaires. Donc, ils veulent cette liste-là parce qu'ensuite, ils vont essayer de loguer dans votre environnement et ça va faire les dommages. Donc, le dark web, ça n'empêche pas de se produire. Si vous avez des comptes ailleurs, puis eux autres, le niveau de protection n'est pas adéquat, ils vont se faire hacker. Ce que ça fait, c'est que ça vous donne des rapports et des alertes comme quoi que possiblement, vos informations ont été compromises ailleurs et il faudrait peut-être penser de créer, soit annuler ce compte en premier, changer les mots de passe, mais surtout de changer vos mots de passe au niveau de votre environnement au bureau pour empêcher que cette personne-là qui a acheté la liste qui rentre dans votre environnement. Et de temps en temps, encore une fois par année, qu'on dit essayer d'effectuer des tests de pénétration, intrusion qui simulent une attaque. Vous faites ça avec une firme de sécurité spécialisée qui fait ça. C'est planifié, puis ce qui donne avec ça, c'est que ça vous donne le rapport de qu'est-ce qui s'est produit, est-ce qu'ils ont été capables de rentrer, puis ça vous donne aussi des recommandations sur des corrections à mettre en place. Maria, tu me dis si je parle trop, on est bien Non, pour le non, temps? non. Parfait. Ça va, oui. Bon, si jamais quelqu'un réussit à rentrer dans votre environnement, il faut rendre ça assez difficile pour qu'il puisse passer à travers votre environnement. C'est la meilleure description pour une segmentation de réseau sans être technique. Ce qu'on essaie de faire, c'est de segmenter des différents départements, systèmes, serveurs, infrastructures, bâtisses. Si on est capable de les segmenter, même applications, si on est capable de segmenter ça le plus possible, encore une fois, parler avec votre micro-H, ils ont des spécialistes qui peuvent vous donner des recommandations là-dessus, puis faire un petit projet de segmentation. Mais c'est vraiment d'empêcher, de mettre un genre de labyrinthe dans votre environnement pour empêcher que le hacker rentre une fois, puis en dedans d'une journée, il est capable de voir tout. Ben ça peut pas, ça évite pas qu'ils rentrent, puis c'est clair qu'ils vont peut-être essayer de passer à travers. Ils vont peut-être arrêter, mais il y a des bonnes chances que c'est juste que ça va étendre le temps, extensionner le temps qu'il prend pour faire le collecte
Et le but, c'est d'espérer que toutes les autres solutions de sécurité que vous avez en place, bien, il y a quelqu'un qui le voit ou il y a un système qui le voit entre-temps. Fait que c'est ça, c'est mettre des bâtons dans les rues, mais la personne, ça ne l'oblige pas de sortir, de laisser son bicycle puis de continuer de marcher dans votre environnement. C'est un peu le concept de mettre des barrières pour l'empêcher d'aller de faire ça trop vite. Et les protocoles au niveau du sans-fil, achetez pas juste une solution sans fil, de le mettre en place puis qui n'est pas connecté à votre environnement ou votre réseau. Prenez le temps d'analyser les solutions qui sont capables de faire une authentification avec votre Active Directory, Azure, Entra ID, tout ce qui concerne votre pare-feu aussi, parce qu'il y a des solutions de pare-feu qui ont des bornes sans fil qui se connectent, qui utilisent la même couche de sécurité au périmètre ou qui utilisent la même couche de sécurité au niveau de votre antivirus ou logué dans votre ordinateur. Essayez d'avoir une solution sans fil qui est capable de s'intégrer dans votre environnement de sécurité et non d'être un deuxième réseau ou un deuxième aspect de sécurité que vous devriez gérer après ça. Les ordinateurs, les points de terminaison. Donc, c'est clair on parle aussi au niveau des serveurs. En fait, tout ce qui est connecté à votre environnement, fait qu'il faut trouver une façon de les protéger, évidemment, avec plusieurs, c'est protéger les données sensibles, d'assurer la continuité des affaires. C'est ça, c'est les PC, les appareils, les mobiles, les imprimantes. Personne n'en pense, mais les imprimantes, c'est important aussi, surtout dans des environnements, les lieux publics. On a des imprimantes partout, c'est souvent les points d'entrée pour certaines personnes, avec une clé USB en passant. Donc, on va commencer au niveau de la mise à jour, protection. Donc, ça, on parle plus au niveau de la surveillance. Après ça, de la sécurité, oui, parce que le prochain, c'est les outils de pratique au niveau de la surveillance. Fait que c'est ça, c'est vraiment au niveau protéger vos appareils. Nous, on aime ça, évidemment, quand on fait la gestion d'un client, il y a la surveillance, les alertes en temps réel. Peut-être que vous n'avez pas cet outil-là en place. Ça existe des outils que vous pouvez mettre en place. Sinon, mais c'est clair que je vous dirais de parler avec Microage pour vous aider à mettre certains agents de surveillance à un minimum au moins pour être capable de voir, combien de machines qu'on a en place. Parce que souvent, ce qu'ils voient, c'est que j'ai un parc informatique de 20 points de terminaison, puis peut-être il y a une 20e, 21e, 22e qu'on ne voit pas. Il se connecte, il n'est pas à jour. Ça risque d'être le point d'entrée pour les cybercriminels. Donc, il faut s'assurer d'avoir les agents partout, puis faire des scans réguliers pour s'assurer qu'il n'y a pas des inconnus, des machines qui rentrent dans votre environnement non protégé. Au niveau du détection-réponse, au niveau Endpoint Detection and Response, ça, c'est évidemment la nouvelle génération d'antivirus. Quand je dis antivirus, ça ne veut plus dire l'antivirus traditionnel qui nécessite un téléchargement d'un fichier signature par le manufacturier 1 ou 2 fois par jour. C'est trop tard. Il y a des attaques zero day. Il y a des vulnérabilités qui sont découvertes en ce moment. Et les revendeurs, les manufacturiers sont en train de travailler sur la solution, mais il y a des cybercriminels qui sont en train de loguer dans votre environnement en même temps pour prendre avantage de cette faiblesse-là. Donc, le EDR, ce que ça fait, si je peux utiliser le concept d'intelligence artificielle, c'est un engin qui va détecter, qui connaît votre comportement, comment vous utilisez votre ordinateur habituellement, puis s'il est capable de voir, il y a une encryption des fichiers qui se passe en ce moment, il y a une exfiltration de X nombre de fichiers qui s'en va, il y a quelque chose qui se passe, c'est inhabituel, on arrête la machine, on débranche du réseau. Ça, c'est plus le EDR que je parle maintenant, qui est maintenant devenu la norme dans l'industrie. Et une fois qu'on met l'agent de surveillance en place, nous, on fait toujours la surveillance au niveau des correctifs pour les applications, pour les systèmes d'exploitation au niveau des vulnérabilités. Puis c'est pas simplement d'activer le petit cochet qui dit auto mise à jour, parce que souvent, ce qui arrive avec ça, c'est que
soit arrêté ou posé par l'utilisateur, ou ça ne fonctionne pas bien, ou il y a une erreur, puis là, la machine n'est jamais mise à jour. Donc, nous, on préfère avoir un système qui nous donne des rapports et des alertes, comme quoi que X nombre de machines, on a tenté de faire des mises à jour, ça n'a pas marché sur 5 il faut adresser ces 5 immédiatement. Et c'est là qu'on se connecte et on essaie de régler les problèmes. Ce n'est pas quelque chose que vous êtes obligé d'aller avec un fournisseur. J'aimerais ça, mais c'est sûr que si vous avez des outils en place, assurez-vous de mettre quelque chose qui est capable de faire ça au même niveau de ce que je viens de dire. Le Zero Trust. Le Zero Trust est devenu maintenant, parce qu'avant, on pensait, on acceptait tout. Hein, c'était plus, on acceptait tout, puis on arrêtait ce qu'on voulait, on voulait pas voir. Maintenant, c'est on a zéro confiance en partant. Si je vois que j'ai besoin, puis c'est quelque chose qui est bien, je vais le laisser rentrer. Et ça, c'est un peu le concept de Zero Trust. Comme exemple, si je peux l'utiliser, si j'ouvre un document Word qui a été envoyé à moi, puis c'est un document Word, c'est une lettre, il n'y a pas besoin d'avoir un script en arrière qui va faire un scan de mon réseau. Ça peut arriver, mais le Zero Trust va dire, OK, un document Word, c'est une lettre, c'est quelque chose qu'il faut rester tel quel. J'empêche l'action d'aller faire un scan du réseau pour aller chercher d'autres informations. Pourquoi il fait ça? Fait le Zero Trust joue souvent sur cette application est censée faire ça et c'est juste ça. En plus, on établit un genre de whitelist pour dire, OK, on va faire un rodage de 30 jours avec Zero Trust pour voir comment tout le monde utilise les applications. On va déterminer notre liste acceptable d'applications d'entreprise, mettons, que tout le monde utilise. Et ensuite, on ferme, puis on met une clôture dessus, puis là, tout le monde va utiliser ça. Le moment que quelque chose arrive, comme un utilisateur qui s'en va à la maison, télécharger une nouvelle application, ça va l'empêcher d'installer avec un pop-up qui va donner ça prend une autorisation de quelqu'un pour accepter et pour, en fait, pour tester, pour s'assurer que l'application est bonne. Direction, administration, quelqu'un qui est en charge qui va décider, OK, oui, j'accepte que cet utilisateur installe cette application. Si vous avez des utilisateurs qui travaillent sur la route, puis vous avez peut-être une inquiétude au niveau voler les portables, mettons, puis vous avez des données sensibles dessus, ben, il faudrait mettre un chiffrement au niveau des disques. Avec BitLocker, c'est gratuit de Microsoft. Là, il faut juste mettre un processus en place et une structure et vous pouvez faire le chiffrement au niveau des disques durs. Comme ça, si jamais le portable se fait voler, mais on n'a aucun risque au niveau des données. Peut-être que ça ne s'applique pas à tout le monde. Moi, je le vois au niveau finance, je le vois au niveau école, je le vois au niveau quoi d'autre? Je le vois pharmaceutique, je le vois souvent. Et que ça, c'est mettons, des données intellectuelles qu'on a besoin de protéger en tout temps. Ensuite, il y a des analyses de vulnérabilité, mais c'est un peu avec les tests d'intrusion. Souvent, ça vient ensemble. Mais l'analyse des vulnérabilités, c'est plus au niveau analyse des ordinateurs pour s'assurer que c'est quoi les données qui sont stockées, quel genre d'informations, carte de crédit, identifiant au niveau votre clientèle et tout. Ça sort un rapport qui vous dit, voici les données qu'on a trouvées dans votre environnement qui risquent d'être exfiltrées, puis est-ce que vous voulez toujours le garder de cette façon-là? Il y a peut-être un autre moyen de les sécuriser. Qui est comme, en fait, ça vous donne l'autre point qu'on parle du DLP, dans la loss prevention, c'est plus au niveau prévenir ou d'éviter que ces données-là sont sorties, exfiltrées, volées ou quoi que ce soit. Il y a des solutions qui existent au niveau s'assurer qu'on est capable de se faire avertir quand des données se font sortir et tout. Puis ça, c'est pas juste pour des cybercriminels, mais c'est plus au niveau même employé parce que c'est clair que tous les malfaiteurs ne sont pas tous à l'extérieur. Il peut y avoir quelqu'un à l'intérieur de à l'interne de votre environnement qui vise, envisage faire quelque chose de pas correct dans votre environnement. Fait que vous pouvez au moins Malfaisant. voir qu'est-ce qui se passe, des malfaiteurs, ouais.
Donc, en sommaire, c'est vraiment au niveau, moi, ça fait 20 ans qu'on parle il ne faut pas être réactif, il faut être proactif. Donc, la préparation, renforcer la prévention au niveau de la gouvernance, l'hygiène de vos données, les mots de passe, la sécurité de vos ordinateurs, les points de terminaux, la formation de vos employés, très important, surtout que maintenant, ça devient une exigence au niveau des cyberassureurs. Donc, en sommaire, la cybersécurité n'est plus la responsabilité de simplement votre département TI, mais ça devient l'entreprise au complète qui doit penser au niveau de la cybersécurité. Mais ça ne peut pas arriver si on n'a pas vraiment si la direction, il faut que ça vienne d'en haut, c'est une mentalité, il faut que ça vienne des dirigeants qui poussent le modèle, l'aspect, l'idéologie au niveau de cybersécurité, puis l'hygiène et de s'assurer que tout le monde fait leur part pour aider à la sécurité de votre environnement. Je pense que c'est tout ce que j'avais par rapport à ça. Mais je voulais juste rajouter, tu sais, tout ce qu'on voit là sur l'autre image, ben, quand on parle de left of boom, c'est vraiment des outils, et Sergio, tu me diras si je me trompe, mais c'est des outils pour justement identifier, protéger et détecter des Exact. cyber-incidents. Oui. C'est de ça qu'on parle dans le fond. Plus qu'on met côté gauche, moins qu'on va se rendre côté droite, évidemment. Puis si on a de la misère à mettre ce qui est à gauche, c'est clair que vous allez aller être à droite bientôt. Fait que c'est ça. Puis ça, c'est un autre webinaire et ça prend de la préparation parce que c'est pas juste OK, j'ai mis les 5 points au niveau à gauche, j'ai rien à faire. Il faut écouter le prochain webinaire parce qu'on va vous expliquer qu'est-ce que ça prend au niveau, comment qu'on réagit au niveau des incidents. Puis comment qu'on pensait qu'on était préparé. Puis là, c'est le cas au total quand quelque chose arrive. Mais ça, Je voulais aussi, c'est un tu sais, teaser pour le prochain webinaire. ouais, merci Sergio. Mais aussi, tu disais au long du webinaire, ça fait 15 ans qu'on parle de ça, ça fait 20 ans qu'on parle de ça. Ce qu'on a parlé, encore là, Sergio, tu me diras qu'est-ce que tu en penses, mais c'est les bases. Le problème, c'est que ces bases-là, il faut toujours aller en améliorant parce que le paysage de cybersécurité change tout le temps. Oui, Les cybercriminels sont de plus en plus sophistiqués. Ils trouvent des moyens, donc il faut toujours être en avance de ça. Mais les bases sont toujours les mêmes. C'est oui, de mettre des correctifs, de faire des formations pour oui. aux employés, de mettre les choses que Sergio vient de mentionner là, C'est ça. en place. Ça reste de base les mêmes choses, mais sauf que des fois, on oublie des choses, des fois, il y a des nouvelles affaires, fait qu'il faut augmenter un peu ce qu'on met en place. Maria, ça fait 20 ans que je parle de mettre des correctifs, de s'assurer que les correctifs sont appliqués. J'ai encore des conversations avec des clients potentiels qui me disent, j'ai aucune idée si toutes mes machines sont à jour au niveau des correctifs. Oui, Ça fait parce que 20 c'est ans. pas si simple que ça. Là, ça a l'air simple, mais c'est pas si Ouais, simple que ça. Donc, c'est ouais, ça des fois la raison pour laquelle ils sont pas faits comme faut. ouais. Fait que OK. merci beaucoup, Sergio, pour tout ça. Donc, merci à vous. Comme on a dit au début, on a un livre électronique qu'on met à votre disposition. Inquiétez-vous pas, je vous envoie dans le chat le lien. Vous pouvez aller télécharger le livre électronique. Et j'oublie tout le temps de le mentionner, mais la présentation, vous pouvez aussi la télécharger directement de l'outil de webinaire. Vous devrez avoir quelque chose qui dit handout ou document. Vous pouvez aller là pour le télécharger. Si vous avez des problèmes à le faire, juste nous envoyer un petit courriel pour dire j'ai pas été capable et je vais vous l'envoyer. Il n'y a aucun problème là-dessus.
À part ça, ben, je vois pas d'autres questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires. Vous pouvez les envoyer le temps qu'on termine, là, euh, fait que, comme Sergio disait, le prochain webinaire sera présenté le 12 juin et ça va parler des mesures justement de cybersécurité que vous devez envisager à mettre en place pour répondre et vous remettre d'un cyberincident. Car, comme Sergio disait tantôt, ce n'est pas de savoir si quelque chose va se produire, mais quand cela se produira. Donc, gardez un œil sur vos courriels et nos réseaux sociaux pour les invitations au prochain webinaire. Donc, avec ça, je vous dis un gros merci. Gros merci à Sergio Merci tout pour le la monde. présentation. Toujours le fun d'être. Je vais être habillé en costume de pompier le prochain webinaire. Éteindre des feux. Parfait. Donc, merci à vous tous d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui et on vous souhaite une bonne après-midi. Merci tout Merci. le monde.